Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des pseudarthroses du scaphoïde. Le topo a été réalisé par le docteur Pincin, sous la direction du docteur Hugo Pelé. L'épidémiologie des pseudarthroses de scaphoïdes suit celle des fractures de scaphoïdes, avec 2 fois plus d'hommes que de femmes touchés et un pic d'incidence aussi situé dans la 3e décade. Ce sont 5 à 10% des fractures qui se compliquent d'une pseudarthrose avec incapacité fonctionnelle majeure en 5 à 10 ans. Plus intéressant que l'épidémiologie, ce sont les facteurs de risque qui méritent notre attention. Ce sont les fractures du pôle proximal, Schoenberg 1 et 2, les fractures verticales-obliques, les fractures du corps déplacées de plus d'1 millimètre. Enfin, l'âge et la consommation tabagique clôturent le tableau des facteurs de risque connus de pseudarthrose. Pourquoi le scaphoïde pseudarthrose-t-il? Rappelons que 80% de l'apport vasculaire provient d'une branche dorsale à rétro et que les 20% distaux sont vascularisés par une branche palmaire. Une fracture du pôle proximal va interrompre la vascularisation du pôle proximal et exposer par conséquent à la pseudarthrose et à la nécrose du pôle proximal. Comment expliquer les déformations observées après une pseudarthrose de scaphoïde? Le poignet est un ensemble osseux et ligamentaire cohésif. La première rangée des os du carpe est constituée du scaphoïde, lunatome et trichétrome. Chacun des os étant relié par des ligaments intrinsèques, scapho-lunaire et lunotriquétral. Cette chaîne osseuse ou segment ne comporte aucune insertion tendineuse ou musculaire. Les fléchisseurs et extenseurs radiaux et ulnaires du carpe s'insèrent directement sur les bases des métacarpiens. Cette chaîne osseuse se trouve prise en étau ou intercalée entre le segment radio-ulnaire proximal et la chaîne composée de la deuxième rangée solidaire des bases des métacarpiens. C'est cette chaîne distale qui reçoit les insertions ligamentaires responsables des mouvements du poignet. Le segment intercalé, lui, va se mobiliser en fonction des pressions qu'il reçoit de la deuxième rangée. Lorsque le poignet est en extension ou inclinaison ulnaire, les pressions transmises de l'amatome sur le trichétrome vont entraîner la mise en extension du trichétrome, ainsi que de celle de toute la première rangée unie. Lorsque le poignet est en flexion ou en inclinaison radiale, les pressions transmises du trapèze et trapézoïde sur le pôle distal du scaphoïde vont entraîner la flexion du scaphoïde, ainsi que de celle de toute la première rangée unie. En temps normal, lorsque la chaîne cinétique n'est pas interrompue, ces forces se neutralisent. Une rupture de cette chaîne cinétique entraîne une disharmonie des mouvements carpiens. En particulier, lors d'une pseudarthrose de scaphoïde, la chaîne cinétique du segment intercalé est interrompue. Les contraintes en flexion ne sont plus transmises au pied du scaphoïde jusqu'au trichétrome. Le pôle distal du scaphoïde évolue alors à son propre compte. Il va se fléchir autour du foyer de pseudarthrose. De son côté, le pôle proximal, toujours fixé avec le reste du segment intercalé, va pouvoir basculer en extension sous l'influence du trichétrome. C'est à ce moment que l'on parle de DISI, pour Dorsal Intercaled Segment Instability, ou instabilité dorsale du segment intercalé. Le DISI se caractérise à la radiographie par une extension du lunatome, avec un angle radiolunaire supérieur à 15 degrés, quand un angle radiolunaire normal est inférieur à 15 degrés. Le scaphoïde se trouve donc plicaturé en avant, le pôle distal en flexion, sur le pôle proximal en extension. La pseudarthrose du scaphoïde ne possède pas de présentation clinique spécifique. Il s'agit le plus souvent de douleurs du compartiment radial du carpe qui peuvent être augmentées au serrage du poing, entraînant une diminution de la force. Elle peut s'accompagner d'une limitation des amplitudes articulaires. Classiquement, le traumatisme initial a été oublié et négligé par le patient. Attention, il n'est pas rare que la découverte survienne à la faveur de nouveaux traumatismes. L'analyse radiologique permettra de faire la différence entre une lésion récente et ancienne.
Ceci a notamment sa part d'importance dans l'attribution des lésions à un accident de travail. La découverte d'une pseudarthrose du scaphoïde se fera sur des clichés radiographiques de poignet face et profil. On recherche le siège du trait, son aspect scléreux avec résorption osseuse, l'extension de la première rangée, avec sur la face la visualisation de la corne antérieure du lunatome, large et carré, et sur le profil, un angle radiolunaire supérieur à 15 degrés. On constate la plicature du scaphoïde, ainsi que la flexion du pôle distal du scaphoïde, avec signe de l'anneau. Un aspect condensé du pôle proximal, signe de nécrose, et on recherche la présence d'arthrose sur les interlignes radioscaphoïdien, scaphocapital, lunocapital et radiolunaire. Le scanner permet de préciser le siège du trait, la résorption osseuse et la déformation du scaphoïde. L'arthroscanner permet d'évaluer l'état ligamentaire, scapho-lunaire et lunotriquétral, et de rechercher une dégradation des surfaces articulaires. L'IRM avec injection de gadolinium a surtout comme intérêt de confirmer une nécrose du pôle proximal. En 1984, Herbert, dans sa classification des fractures de scaphoïde, commence par décrire les fractures récentes séparées en type A, fracture stable, et type B, instable. Nous ne reviendrons pas sur les différents sous-types qui ont été évoqués dans un cours dédié aux fractures récentes du scaphoïde. Puis il décrit le type C, qui sont les retards de consolidation, définis par l'absence de signes de consolidation après 6 semaines de plâtre. Et enfin, le type D regroupe les pseudarthroses. D1 pour les pseudarthroses fibreuses serrées et D2 pour les pseudarthroses lâches. Il n'évoque pas de délai au-delà duquel parler de pseudarthrose, mais il les décrit comme les fractures diagnostiquées sans traumatisme rapporté. La même année, Schoenberg classe les fractures de scaphoïde selon 3 critères. La position du trait de fracture, de proximal en distal. Le grade introduit la notion de déplacement, de comminution et de lésions associées. Le détail des critères de position de trait et de grade ont été décrits dans le cours dédié aux fractures récentes de scaphoïde. Mais il décrit également le stade ou ancienneté de la fracture. Les fractures récentes datent de moins de 6 semaines. Les fractures anciennes sont datées entre 6 semaines et 1 an. Les pseudarthroses présentent des signes radiographiques de remaniement, densification et géode. Le stade 3A sans perte de substance et le stade 3B avec perte de substance. En 1988, Alno, sous l'égide de la Sofcote, propose une classification des pseudarthroses de scaphoïde en 4 stades. Le stade 1, pseudarthrose sans géode, sans dysie, sans arthrose. Le stade 2 est le stade de l'apparition de géode et résorption osseuse. Le stade 2A sans dysie et le stade 2B avec dysie, plus ou moins, arthrose stylo-scaphoïdienne limitée. Le stade 3 est le stade de l'apparition d'arthrose. Stade 3A, arthrose radioscaphoïdienne et stade 3B, arthrose médiocarpienne. À ce sujet, on peut évoquer la classification Snack Wrist de Cooney, mais elle dépasse le cadre de ce cours. En effet, elle classe les différents stades d'arthrose de poignet secondaire à une pseudarthrose de scaphoïde, sans évoquer les stades de pseudarthrose préarthrosique. Vous la retrouverez dans le cours dédié présenté par le Dr Gerbeau. Enfin, le stade 4 est le stade présentant une nécrose du pôle proximal. 4A sans arthrose et 4B avec arthrose. Abordons le traitement des pseudarthroses de scaphoïde. Il passera le plus souvent par la greffe osseuse. Cependant, quelques notions sont à connaître afin de choisir le type de greffe le plus adapté au stade de pseudarthrose. Le succès de la greffe non vascularisée est de 80 à 90% en première intention, mais chute à 60% en cas de reprise. Les facteurs de risque d'échec des greffes non vascularisées sont les fractures stade Schoenberg 1 et 2, les nécroses du pôle proximal, les échecs d'ostéosynthèse et les échecs de greffe non vascularisée. C'est dans ces indications que l'on peut proposer une greffe vascularisée. Voyons l'algorithme thérapeutique des pseudarthroses de scaphoïde.
Nous commençons par traiter les pseudarthroses du corps du scaphoïde à ses différents stades. Devant une pseudarthrose du corps du scaphoïde sans géode, ni dysie, ni arthrose, autrement dit Alnoth 1, il est licite de proposer un vissage. Celui-ci sera rétrograde, de palmaire en dorsale. Une greffe spongieuse peut y être ajoutée, éventuellement sous arthroscopie, afin de diminuer la dévascularisation du scaphoïde liée à la voie d'abord. Devant une pseudarthrose avec géode, sans dysie ni arthrose, autrement dit Alnoth 2A, le scaphoïde n'a pas besoin d'être déplissé, mais seulement d'être greffé. Le traitement consiste à tailler un sarcophage dans la corticale palmaire du scaphoïde, à prélever un greffon corticospongieux de volume adéquat dans le radius et à l'encastrer dans sa logette. C'est la greffe cortico-spongieuse non vascularisée encastrée de Matthieu-Russe. Devant une pseudarthrose avec plicature du scaphoïde ou dysie, c'est-à-dire stade 2B, le scaphoïde doit être déplissé puis greffé. Le traitement consiste à décortiquer le foyer de pseudarthrose. Déplisser le scaphoïde au moyen de 2 broches manipulatrices. Tailler un greffon cortico-spongieux en coin comblant exactement le défect osseux. Et intercaler ce greffon dans le foyer de pseudarthrose. C'est la greffe cortico-spongieuse non vascularisée intercalée de Fisk. La nécrose du pôle proximal dans le stade 4A représente un facteur de risque d'échec de greffe cortico-spongieuse non vascularisée. On peut alors proposer une greffe cortico-spongieuse vascularisée qui présente l'avantage d'apporter la vascularisation en plus d'apporter de l'os au foyer de pseudarthrose. Plusieurs lambeaux sont décrits dans la littérature, mais le lambeau disponible par voie palmaire le plus réalisé est le lambeau de Kuhlmann. Celui-ci est vascularisé par l'artère marginale antérieure du radius distal. Cette artère longe la marge antérieure du radius en restant en situation distale par rapport au carré pronateur. Le prélèvement doit être réalisé au plus près du versant ulnaire du radius pour obtenir une longueur maximale de pédicule. La technique doit être précautionneuse afin de ne pas effondrer les surfaces articulaires ulnariennes et lunariennes du radius et prélever un greffon cortico-spongieux d'un seul bloc. Voyons maintenant comment nous pouvons traiter les pseudarthroses du pôle proximal. Comme pour le corps, la pseudarthrose du pôle proximal de stade 1 peut être vissée. Il sera ici antérograde de dorsale à palmaire. Là encore, une greffe spongieuse peut y être ajoutée, éventuellement sous arthroscopie, afin de diminuer la dévascularisation du scaphoïde liée à la voie d'abord. La pseudarthrose du pôle proximal ainsi que la nécrose du pôle proximal sont des facteurs de risque d'échec de greffe non vascularisée. Dans les stades 2A, 2B et 4A d'Alnoth, on peut donc proposer une greffe cortico-spongieuse vascularisée. Plusieurs lambeaux sont décrits dans la littérature, mais le lambeau disponible par voie dorso-radiale, le plus réalisé, est le lambeau de Zeidenberg. Celui-ci est vascularisé par l'artère suprarétinaculaire de l'intervalle des premier et deuxième compartiments des extenseurs. Cette artère chemine longitudinalement sur les rétinaculums des extenseurs entre les premiers et deuxièmes compartiments. Il est conseillé de prélever l'artère avec son rail de rétinaculum afin de ne pas la fragiliser. Une fois prélevé, le greffon est positionné dans le foyer de pseudarthrose préalablement avivé, réduit et dont le matériel d'ostéosynthèse aura été prépositionné. Il faudra une nouvelle fois être méticuleux lors du prélèvement. Une alternative en cas de petit fragment proximal nécrosé dont la greffe vascularisée est impossible est la résection du pôle nécrosé et son remplacement par une olive en pyrocarbone, que l'on nomme également APSI. Les stades 3 et 4B font état de dégradation arthrosique des surfaces articulaires du poignet. Nous vous renvoyons au cours du Dr Gerbaud qui aborde leur traitement. Voici une vue d'ensemble des différentes prises en charge chirurgicales possibles dans les pseudarthroses du scaphoïde. Voyons quelques précisions supplémentaires pour réussir ces greffes de scaphoïde.
En cas de DISI, il convient de contrôler sur les radiographies la bonne réduction de l'applicature. La qualité de la greffe de crête iliaque versus radius n'a pas montré de différence significative dans la littérature. La synthèse donnera de meilleurs résultats après vissage qu'après brochage. Et enfin, devant une arthrose stylo-scaphoïdienne, qui peut être présente dès le stade 2B, rappelons-le, une styloïdectomie doit être associée. La complication que l'on souhaite prévenir est l'arthrose de poignet dite SNAC, qui compliquera 100% des pseudarthroses à 10 à 15 ans. Une deuxième complication à prévenir est l'arthrose iatrogène par conflit avec le matériel. Pour conclure, la complication que l'on cherche à prévenir lorsque l'on cure une pseudarthrose scaphoïde est l'arthrose de poignet. Deux segments sont concernés par la pseudarthrose et leur rationnel de prise en charge est différent. Trois classifications décrivent l'évolution des pseudarthroses de scaphoïdes, et la classification d'Alno sous l'égide de la Sofcote est la plus utilisée en France. Enfin, quatre types de greffes osseuses sont décrites. Les greffes spongieuses, les greffes cortico-spongieuses encastrées de Mathyrus, les greffes cortico-spongieuses intercalées de Fisk, et enfin les greffes cortico-spongieuses vascularisées. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne Ortho Stream. Merci et à bientôt.